Transition énergétique, quand Djibouti mise sur le vert. Commerce, transport, logistique, services, télécommunications, industrie, tourisme, nouvelles technologies. En quelques décennies, le visage économique du Djibouti a profondément changé. Au cœur de cette transformation, un acteur s'affirme, le secteur privé. Lorsque Djibouti a acquis l'indépendance, très vite, donc en 77 l'indépendance, 78, on crée un institut de recherche scientifique avec un certain nombre de disciplines, donc 4 départements en fait, sur les sciences sociales, sur tout ce qui est énergie renouvelable, les sciences de la terre et les sciences de la vie, pour comprendre derrière les ressources minières, la géothermie, l'agriculture naissante à Djibouti à travers les différents programmes après qui ont été développés, le secteur énergétique bien sûr, etc. Donc 78, on crée cet institut, l'ISERST, l'Institut supérieur des études scientifiques et techniques de Djibouti, qui va en fait se développer petit à petit à son rythme jusqu'à cette période, disons, du début des années 2000 en République de Djibouti. Avant 1999, avant l'arrivée au pouvoir du président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et la situation la situation énergétique nationale était que nous n'avions pas assez d'énergie pour la consommation nationale, et cette seule source d'énergie était d'ordre thermique, donc une énergie coûteuse et non suffisante. La politique énergétique était plutôt axée autour de la sécurité d'approvisionnement. Donc il fallait avoir assez d'énergie pour la population et la consommation nationale. En 2002, c'est un véritable changement. C'est vraiment un nouveau cap que la recherche va prendre. D'abord, l'Institut devient un centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, et cela marque en fait une ambition très forte de la part de son Excellence le Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, de vouloir en fait mettre en place une véritable plateforme de la recherche scientifique au niveau de la République de Djibouti. Et les anciens départements deviennent donc des instituts. Autour de 2005, que vraiment va commencer cette idée de transition énergétique, parce qu'on ne pouvait pas continuer à augmenter le parc thermique. Et donc plusieurs initiatives ont été prises en considération, mais la plus rapide était surtout de penser à une interconnexion dans le contexte d'intégration régionale. Et cela va marquer cette transition. Le premier pas fut l'interconnexion avec l'Éthiopie, qui elle, justement, une solution qu'on a continué à développer. Je pourrais dire que ça, c'est le marqueur du début de la transition énergétique d'un point de vue de consommation, mais en termes de politique, l'idée de considérer des textes qui pourraient justement permettre d'importer de l'énergie fut la politique qui a initié cette transition énergétique. Et progressivement, ces instituts vont se développer, vont former, vont bénéficier de différents moyens pour pouvoir soutenir des thèses de doctorat dans des disciplines très très variées. Donc il y a un nouveau cap qui est accompli, c'est la mise en place du fonds de recherche au CERD à partir de 2009. Et ce fonds de recherche, en plus du budget du CERD, est véritablement la bouteille d'oxygène qui va permettre d'asseoir tous les programmes de recherche à partir de 2009 de manière relativement systématique. Et vous avez l'Observatoire régional de recherche sur le climat, qui est une véritable orientation que le CERD va prendre, notamment avec ce troisième cap qui va être accompli,
Et c'est aussi, encore une fois, une démonstration de la volonté du gouvernement, et c'est à l'initiative de son Excellence le Président, avec la mise en place, la création pour la première fois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc voici ces 3 étapes qui montrent véritablement l'intégration de la recherche scientifique dans le développement et dans les programmes de développement de la République de Djibouti. En 2015, on a commencé à introduire une loi qui justement permet aux producteurs indépendants d'énergie, ce qui attire des investissements étrangers, à venir produire de l'énergie de sources renouvelables et qui allait alimenter cette transition énergétique. On a aussi continué à travailler sur le décret d'application et même une autre loi qui pourrait encadrer tout ça, qui était la loi sur les PPP, parce qu'il s'agit de l'investissement privé qui vont rendre des services publics. Et tout ça, tout cet appareil de textes réglementaires et de lois en 2019 ont été plus ou moins complets. Et suite à ça, on a commencé à voir plusieurs développements de projets d'énergie renouvelable. Dans le premier à être mis dans le circuit fut le parc éolien en 2023 de 60 MW qui, à l'époque, représentait pratiquement la moitié de notre consommation. Donc, on reparle encore de sécurité d'approvisionnement, on parle d'énergie renouvelable et on parle aussi d'indépendance énergétique. Oui, le parc du Goubet, 60 MW, justement rentre dans les initiatives lancées par la loi de 2015 qui permettaient d'introduire des producteurs indépendants d'énergie. Et donc il s'agit là d'un investissement privé qui développe 60 MW d'énergie et vendu sur le réseau djiboutien, produit au niveau du site du Goubet, justement qui a été choisi pour sa qualité de vent. Donc le choix de la technologie éolienne était non discutable. C'était vraiment le choix de technologie le plus approprié et avec une qualité de vent comparable aux sites les plus ventilés ou qui pourraient produire le maximum d'énergie éolienne. Et donc du coup, 60 MW à l'époque de l'étude ou à l'époque de l'introduction de ce parc, ça représentait presque 50% de la consommation nationale. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, notre consommation a augmenté et que le parc est toujours à 60 MW. Donc 60 MW, mais on est toujours aux alentours de 40% de notre consommation nationale énergétique. Cet objectif de 100% d'énergie renouvelable, donc ça vient principalement d'une politique au long terme qui était la vision 2035. Et dans cette politique faite par le président de la République, on ambitionnait justement d'atteindre 100% d'utilisation d'énergie renouvelable. C'est la consommation qui devrait être 100% énergie renouvelable. Je pense que non seulement c'était un objectif tangible, mais en plus de cela, si je reprends les chiffres actuels, nous sommes vraiment très proches de notre objectif. À la date d'aujourd'hui, entre l'interconnexion, l'énergie importée et l'éolien produit, on est déjà plus ou moins à 80-90% d'utilisation d'énergie renouvelable. Et si vous permettez de continuer, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut nous aussi se servir, disons, de ce tremplin pour asseoir en fait une véritable coopération avec les différents départements ministériels, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, que ce soit les ressources en eau, que ce soit la culture, l'éducation nationale, l'économie. Tous ces différents départements aujourd'hui sont une nécessité par rapport aux enjeux globaux auxquels tout le monde entier, la planète entière aujourd'hui fait face avec les changements climatiques pour lesquels le monde n'arrive pas encore à trouver de solutions. Comme vous le savez, la dernière COP30 aujourd'hui, qui s'est tenue il y a quelques semaines, malheureusement on connaît les résultats qui ne sont pas encourageants et donc il est essentiel pour nous de nous adapter, de nous préparer non seulement à Djibouti, mais par rapport à ces événements globaux, c'est avoir cette dimension régionale de l'action scientifique. Parce que sans la science, on n'aura pas la maîtrise de l'évolution du climat, de ce que les impacts vont être et de ce que
solutions comme d'adaptation peuvent être mises en place, recherchées et testées pour les populations citadines, rurales et autres, et l'ensemble de la biodiversité en général. Donc, on veut, nous, s'insérer vraiment et insérer la République de Djibouti dans ce contexte régional et bâtir en fait une véritable communauté scientifique, une démarche de la communauté scientifique régionale pour essayer de trouver des solutions et donner les meilleurs éléments, les données adéquates au gouvernement pour pouvoir ensuite planifier et programmer les développements durables. Et donc, pour justement stabiliser cette intermittence, on nécessite encore d'une énergie thermique pour avoir une bonne qualité d'énergie sur le réseau. Et donc, du coup, tant qu'on aura ce souci d'intermittence sur ce type d'énergie, on sera toujours obligé de garder une certaine partie de thermique. Quelles seraient les solutions par rapport à ça? La première que j'ai déjà citée, ce serait le développement de l'énergie géothermique. On pourrait parler d'une première petite capacité minimum juste pour absorber cette instabilité du réseau et le rendre plus stable et garantir justement l'atteinte d'une situation 100% énergie renouvelable. Il y a d'autres choix qui pourraient être peut-être plus coûteux, mais qui peut se faire dans l'immédiat, qui est justement le stockage d'énergie à travers des batteries de grande taille qui pourraient justement absorber ces différentes intermittences. Je pense que le moment où moi-même on m'a, demandé d'assurer cette responsabilité, c'est un moment très important dans ma vie et dans le domaine de la recherche scientifique. Et se sentir avec cette reconnaissance d'abord aussi, mais en retour, il y a aussi ce poids de la responsabilité qui fait que, comme je vous disais, il n'y a pas un moment précis. C'est ce moment de départ quelque part qui vous dit que donc vous devez assumer cette responsabilité vis-à-vis d'un État, de tout un pays. On vous fait confiance, mais en retour, on attend de vous tout ce qu'il y a à développer à travers cette institution qui a ses propres prérogatives de la recherche scientifique à servir le développement social et économique de votre pays. Oui, la géothermie, déjà, pour ceux qui le savent, il s'agit de l'énergie qui provient du sous-sol. Donc, c'est de bassins souterrains qui se rapprochent des sources de magma et de lave. Et donc, c'est des bassins qu'on réchauffe avec de l'eau et qu'on utilise la vapeur. En fait, c'est l'extraction de vapeur utilisée dans les turbines dans lesquelles on produit de l'énergie. Et à Djibouti, on se retrouve justement dans une position géographique justement qui présente un grand potentiel en géothermie, ce qu'on appelle le Rift Valley. Plusieurs pays sont concernés. Aujourd'hui, l'énergie géothermique est au cœur de notre politique énergétique. Le choix du président de la République de suivre cette politique était justement pas non seulement de donner les grandes lignes, mais aussi d'introduire des agences qui pourraient vraiment renforcer celle-ci. Je pourrais citer l'ODEG, l'Office de développement des énergies géothermiques, qui elle est dédiée justement à la géothermie. Cela prouve à quel point cette énergie géothermique est au cœur de notre politique énergétique. Et je tiens personnellement, vraiment et très sincèrement à remercier le président de la République pour avoir pris la décision d'abord de développer cette recherche, de passer d'un institut vers un centre de recherche, et il lui a donné toute la dimension qui aujourd'hui est reconnue à l'échelle régionale à travers nos programmes régionaux. Et donc c'est un remerciement très sincère parce qu'il a non seulement en fait donné cette impulsion, mais il l'a accompagné avec la mise en place du fonds de recherche qui est, comme je le disais, est vraiment l'outil principal qui a permis de construire les programmes de recherche au niveau de notre centre de recherche dans les différentes disciplines. À l'occasion donc de l'événement présidé par le président de la République de Djibouti pour l'Institut des sciences de la santé, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche formulait en ces termes aussi auprès des jeunes le fait d'avoir de l'espoir et de faire confiance en son pays. Aujourd'hui, cette évolution que nous voyons, je regarde à travers la fenêtre de la recherche scientifique, on a aujourd'hui un potentiel dont on peut être véritablement fier. Et aujourd'hui, si des chercheurs djiboutiens et nos collègues de l'université
nous pouvons encadrer des thèses de doctorat en co-tutelle, ça montre le niveau que nous avons atteint. Et ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi. Il faut toujours se donner des objectifs au-delà de là où nous nous trouvons. Et c'est cela qui doit nourrir en fait la jeunesse djiboutienne à s'intéresser davantage à notre environnement économique et social et toujours penser à l'améliorer davantage et ne jamais s'arrêter là où nous nous trouvons. La transition énergétique a permis justement d'avoir plusieurs retombées au niveau national, que ce soit socio-économique ou autre. Ça a permis justement les premiers investissements faits dans les infrastructures ouvrent et rassurent et attirent plus d'investissements étrangers ou même privés nationaux à justement suivre tout ce travail qui est en cours dans le cadre de la transition énergétique. Alors on peut clairement observer que notre capacité de production a clairement augmenté, ce qui nous permet justement de pouvoir suivre l'augmentation de la consommation qui est basée sur plusieurs points, qui est l'augmentation de la population. La ville, le pays s'agrandit, la population nationale s'agrandit, la consommation augmente tout naturellement, mais il y a aussi le développement de beaucoup d'infrastructures portuaires ou industrielles qui, elles aussi, nécessitent une grande capacité de production pour répondre à leurs demandes en termes de consommation. Tous ces moments, en fait, c'est des moments où vous vous dites « Tiens, je viens d'accomplir quelque chose, notre institution vient d'accomplir quelque chose en réponse à la demande des différents départements techniques qui ont besoin de ces résultats. » Mais tout de suite, vous êtes enclenché sur d'autres questionnements et d'autres défis. Et c'est sans cesse cela, en fait, qui vous nourrit. Et donc, oui, on a vu beaucoup de retombées, même au niveau des prix. On a pu introduire des nouveaux tarifs pour l'industriel. C'est vrai qu'au niveau résidentiel, le coût ne baisse pas rapidement, mais on a introduit d'autres options à travers cette transition énergétique permettant d'installer justement des panneaux solaires dans les résidences, ce qui permet aussi d'alléger les factures électriques. Mais je suis convaincu qu'en continuant dans ce sens-là, le prix du coût de l'électricité baissera forcément. Ça me permet vraiment de vous expliquer un peu le potentiel que Djibouti a aujourd'hui. Le CERD aujourd'hui a une centaine de scientifiques, comparé à ce que je vous disais avant que le centre ne soit mis en place, avec une quarantaine de docteurs, plus une vingtaine de doctorants en cours de thèse. Dans le cadre des investissements étrangers, j'avais mentionné précédemment l'introduction de lois et de textes réglementaires, de décrets d'application des lois, qui en fait que justement, on montre clairement la possibilité justement pour les investissements étrangers, mais aussi qui fournit plusieurs garanties. Le parc du Goubet est vraiment l'exemple de tout ce qu'on a essayé d'accomplir et on veut continuer dans ce sens-là. Les 60 MW d'éolien du parc du Goubet est un investissement privé à 90% étranger. Et il s'agit justement d'un consortium mené par AFC, Africa Finance Corporation, mais on a aussi 2 collaborateurs financiers qui sont avec eux, qui sont le FMO, un fonds néerlandais, et Climate Investment One, je pense qu'ils sont anglais, enfin européens. Tout ce potentiel est très pluridisciplinaire et c'est fait d'abord, bien sûr, nous-mêmes, on a eu accès à cette formation-là via le partenariat international. De nombreux laboratoires, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis parfois ou au Canada, beaucoup en France par lien traditionnel et historique. Et donc on a un partenariat international très développé et nous continuons à le faire parce que, comme je le dis toujours, on ne refait pas toujours la roue. Il faut toujours s'appuyer sur là où vous avez les connaissances et l'expertise et donc vous allez les chercher pour établir des partenariats et des partenariats avec équité et égalité. Ce projet aujourd'hui produit
régulièrement, de manière stable, obtient ses paiements à travers le contrat, car l'éolien produit et fourni sur le réseau à travers le EDD, l'électricité de Djibouti. Si j'avais un message à passer aux jeunes Djiboutiens, je leur dirais d'avoir de l'espoir et la confiance. Rien n'aurait pu être fait s'il n'y avait pas aussi des politiques énergétiques qui suivraient ce genre de décision. On espère continuer tous ces développements d'énergie renouvelable pour se retrouver dans une situation d'abondance énergétique et être capable d'exporter. Donc pour moi, la transition énergétique est la meilleure solution aux problèmes énergétiques. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la mise en service de ce projet tant attendu. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude pour votre présence distinguée en cette occasion solennelle marquant l'inauguration du premier parc éolien de notre pays, au Koweït. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement.